Je souhaite m'intéresser plus particulièrement aux comédiennes et aux danseuses qui ont traversé les écrits du mémorialiste. Les artistes féminines dont il sera question ici sont des professionnels du spectacle qui ont exercé du début du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle, soit à la Comédie Française, soit à l'Académie royale de musique. Ces deux institutions font partie des seuls théâtres autorisés à proposer des spectacles à Paris, à cette période, et donc à engager des artistes professionnels. Depuis le début des années 2000, et encore plus ces dernières années, ces femmes ont fait l'objet d'importants travaux de recherche qui ont eu à cœur de dépasser les simples anecdotes et de s'intéresser plus précisément à leurs pratiques artistiques et à leurs conditions d'exercice en tant que femmes et en tant qu'artistes. Citons notamment les travaux de Jeanne Clark, Céline Candiard, Bianca Mormer, le numéro de la revue Recherche en danse, dirigée par Hélène Marquier et Marina Nordera, intitulé Perspectives genrées sur les femmes dans l'histoire de la danse. Je vous ai mis ça sur le PowerPoint. Le séminaire Les Contemporaines, dirigé par Sabine Chaouch, le dictionnaire de l'Opéra de Paris sous l'Ancien Régime, ou encore plus récemment le dernier numéro de la revue Clio, Femmes, Genre, Histoire, intitulé Scène théâtrale émancipatrice. Par cette communication, je souhaite ainsi contribuer également à l'histoire de ces artistes femmes sous l'Ancien Régime. En partant dans un premier temps des mémoires de Saint-Simon, je proposerai ensuite une étude comparative des mentions de ces femmes dans les écrits de leurs contemporains épistoliers et diaristes. Enfin, je terminerai par une étude de cas, une courte étude de cas, portant sur la comédienne Mademoiselle Raisin. Pour cette étude, je me suis appuyée sur l'édition des mémoires réalisée par Arthur de Bois-Lille entre 1879 et 1930. Parmi les 41 tomes que contient cette édition, j'ai relevé la mention de 7 femmes artistes, dont 2 danseuses, 2 chanteuses et 3 comédiennes. D'abord Charlotte Desmarais et Françoise Raisin, dont vous avez les portraits sur le PowerPoint, qui sont comédiennes à la Comédie Française. Ensuite, nous avons Florence Pellerin et Mademoiselle Duval, danseuses à l'Académie royale de musique. Maria Calderón, comédienne espagnole. Et les sœurs Françoise et Marie-Louise Moreau, chanteuses à l'opéra. Pour plus de la moitié d'entre elles, Saint-Simon a fait le choix de ne pas les nommer. Si nous connaissons aujourd'hui leur identité, c'est grâce au travail de Bois-Lille, qui a indiqué leur nom en note de son édition. Si Saint-Simon est passé à la postérité, notamment grâce à ses longs portraits détaillés de ses contemporains, qu'en est-il des comédiennes et des danseuses ? Quelle place leur a-t-il laissé dans ses mémoires ? Disons tout de suite que le mémorialiste n'a fait le portrait d'aucune d'entre elles, du moins jamais pour elle-même. En effet, il ne s'intéresse pas à elles en tant qu'artistes, mais parce qu'elles ont toutes entretenu une relation amoureuse ou charnelle plus ou moins longue avec un homme de la noblesse ou du clergé. Charlotte Desmarais et Florence Pellerin ont été les maîtresses du régent Philippe d'Orléans. Françoise Raisin et les sœurs Moreau ont fréquenté le dauphin, le grand dauphin, fils de Louis XIV. Maria Calderón a entretenu une liaison avec le roi d'Espagne Philippe IV. Et Mademoiselle Duval a été la maîtresse du nonce Cornelio Bentivoglio. Aussi, dans les mémoires, ces comédiennes et ces danseuses sont constamment mentionnées au détour d'une anecdote qui vise en premier lieu à exposer la vie de ces hommes jugés comme dissolus par Saint-Simon. En effet, la convocation de ces femmes lui sert d'argument en cas de portrait à charge contre des hommes qu'il estime peu. Ceci est d'autant plus flagrant dans les quelques descriptions qu'il donne du nonce Bentivoglio. Je cite « Il était un fou et un furieux par ambition, sans religion ni honneur, et qui entretenait publiquement une fille de l'opéra, dont il avait un enfant qui n'était pas ignoré. » Dans cette anecdote, la fille de l'opéra, que Saint-Simon ne nomme pas, est Mademoiselle Duval, danseuse qui a fait une longue carrière à l'Académie royale de musique, ayant interprété un grand nombre de rôles. Cette stratégie d'écriture est en fait assez souvent employée par le mémorialiste, qui n'hésite pas à convoquer d'autres comédiennes et danseuses sans les nommer, mais en les désignant par le terme générique de filles de l'opéra ou de filles de ces lieux. Par lieu, on entend opéra. Il y a donc chez Saint-Simon un enjeu dans le fait de dissimuler ou non l'identité de ces femmes, dont les relations sont pourtant publiquement connues. Cette tactique lui permet ainsi d'essayer de différencier ses mémoires d'un simple recueil de potins, en révélant seulement les noms de celles qui ont donné naissance à des enfants illégitimes.
Saint-Simon n'apprécie pas beaucoup les maîtresses quand elles engendrent des bâtards, et ce sentiment n'est que renforcé lorsqu'il s'agit d'une comédienne ou d'une danseuse. Pour les évoquer, le mémorialiste fait usage de tout un panel d'expressions, aussi peu bienveillantes les unes que les autres. Il emploie régulièrement le terme « créature » pour les désigner. En parlant de la relation du dauphin et de mademoiselle Raisin, je cite « Il n'eut d'enfants de toutes ces sortes de créatures qu'une seule fille de celle-ci ». Ou, je cite encore, « Le dauphin avait une envie d'une de ces créatures fort jolies ». Le terme « créature » recouvre ici un sens plus politique, car il renvoie à l'idée d'un être qui a été créé et qui ne s'est pas fait lui-même, allant à l'encontre de l'ordre naturel des choses, cher à Saint-Simon. De la même manière, Saint-Simon ne cache absolument pas son peu d'estime pour elles, au regard de leur rang, qu'elles occupent, lorsqu'il écrit par exemple que le maréchal de Noailles faisait sa cour jusqu'aux basses maîtresses de Monseigneur, c'est-à-dire mademoiselle Raisin. Le mémorialiste usera également de l'expression maîtresse obscure pour désigner une comédienne ayant entretenu une relation avec le père du duc de Veragua. Toutefois, notons qu'en dehors de ces qualificatifs qui sont adressés à ces femmes en ce qu'elles sont des maîtresses, les propos de Saint-Simon ne récusent pas la profession de comédienne ni de danseuse. Par ailleurs, parmi toutes les anecdotes contées par Saint-Simon, j'ai repéré plusieurs erreurs intéressantes pour être signalées ici. Tout d'abord, le mémorialiste confond les bâtards. En 1700, il attribue au duc d'Albermale, l'un des enfants illégitimes du roi d'Angleterre Jacques II, une parenté maternelle avec une comédienne. Seulement, ce n'est pas le cas. Il est le fils d'Arabella Churchill, comme l'a rectifié Boisville dans son édition des Mémoires. Précisons que c'est le frère de Jacques II, Charles II d'Angleterre, qui a eu un fils d'une comédienne nommée Nell Gwyn. Ensuite, lorsque Saint-Simon évoque le mariage d'une fille naturelle de Louis XIV, Louise de Maison-Blanche, qu'il a eu avec mademoiselle Desœuillets, le mémorialiste se trompe sur la profession de cette dernière. Il écrit tout d'abord dans les additions au journal de Dangeau que mademoiselle Desœuillets est une comédienne, puis se rétracte et affirme dans ses mémoires qu'elle est une jardinière. Mais il se trouve qu'elle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est une fille de comédien et occupe une place auprès de madame de Montespan. Enfin, à 2 reprises, Saint-Simon nous conte une anecdote qui mérite selon lui de n'être pas oubliée parce qu'elle est vraie. L'histoire est la suivante. Un soir, pour lequel la date n'est pas précisée, le grand dauphin demanda à Hyacinthe de Guéréo-Dumont, son premier valet de chambre et directeur adjoint de l'opéra, de lui ramener à Versailles l'une des comédiennes ou chanteuses, selon la version, qu'il avait repérée plus tôt. L'homme s'exécuta et ramena la femme qui s'était faite accompagner par une autre de ses collègues. L'anecdote veut que le dauphin, pressé, entr'ouvrit la porte qui donnait sur la pièce dans laquelle attendaient les 2 femmes et attrapa sans s'en rendre compte la première qui n'était pas celle qui avait été conviée à l'origine. Cette histoire, qui permet à Saint-Simon de déverser son venin sur le dauphin, est attribuée par le mémorialiste soit à mademoiselle Raisin, soit à des artistes féminines de l'opéra qu'il ne cite pas, sans doute par méconnaissance. Il est peu probable que l'anecdote concerne mademoiselle Raisin, qui est une comédienne de la Comédie Française et qui n'a donc rien à voir avec Dumont, co-directeur de l'opéra. Cette anecdote est également contée par madame Dunoyer, qui précise que les 2 femmes sont sœurs et appartiennent bien au corps de l'Académie royale de musique. Ainsi, il pourrait s'agir de Marie-Louise et Françoise Moreau, dites Louison et Fanchon, toutes 2 chanteuses à l'opéra, à qui l'historiographie a souvent attribué cette anecdote. Ces erreurs signifient en définitive que Saint-Simon s'intéresse davantage à l'anecdote en elle-même, qui vient appuyer son propos souvent accusateur, plutôt qu'à la véracité des faits. Il semble en effet que le mémorialiste, par biais cognitif, ait associé les comédiennes aux relations extra-conjugales, et donc aux bâtards, ce qui lui fait affirmer à tort que certains enfants illégitimes ont pour mère une actrice. Enfin, à la dernière anecdote, si elle avait véritablement intéressé Saint-Simon du point de vue des comédiennes, il aurait usé de plus de précision quant à l'identité des protagonistes féminins. Or, ce qui l'intéresse ici, c'est de pouvoir démontrer que le grand dauphin menait une vie dissolue. Mais comme l'écrit Olivier Beaumont, ces débauches liées au monde de la scène et qu'effectivement Saint-Simon réprouve
sont surtout pour lui la marque d'un désordre plus général de la société dans laquelle il vit et qui touche en même temps les princes, certains des plus hauts dignitaires de l'État et de l'Église et des protagonistes étrangers, des personnalités étrangères. Ce désordre est accentué par Saint-Simon par la naissance de bâtards. En dehors des sœurs Moreau, qui, on le rappelle, n'ont pas été désignées nominativement, toutes les comédiennes et les danseuses mentionnées par Saint-Simon ont eu un ou plusieurs enfants avec des hommes de la noblesse ou du clergé. Ces enfants, tous nés d'une relation extra-conjugale, sont nécessairement des enfants illégitimes et donc des bâtards aux yeux du mémorialiste. Là semble être finalement ce qui tracasse le plus Saint-Simon. En effet, il est notoire que la bâtardise le répugne en ce qu'elle menace l'ordre naturel. Ainsi, ce qui semble finalement passionner Saint-Simon, ce sont moins les comédiennes et les danseuses que leurs enfants illégitimes. De fait, sur les 7 femmes de notre corpus, 2 sont évoquées uniquement dans les mémoires par le prisme d'une anecdote qui concerne leurs enfants respectifs, issus d'une relation avec un membre de la famille royale française ou étrangère. La comédienne Charlotte Desmarres est mentionnée ainsi, je cite, « Ségur, maître de la garde-robe de monsieur le duc d'Orléans, et qui depuis a bien poussé sa fortune, épousa la bâtarde non reconnue de monsieur le duc d'Orléans et de la comédienne Desmarres. » Il en va de même pour la comédienne espagnole Maria Calderón, qui, sans être nommée, est convoquée dans 2 courtes anecdotes qui regardent le fils qu'elle a eu avec le roi d'Espagne, Philippe IV. L'une des préoccupations de Saint-Simon est de savoir si ses enfants illégitimes ont été ou non reconnus ou légitimés par leur père, ce qui risquerait de compromettre la hiérarchie naturelle des rangs qui l'obsède tant. Ce faisant, le mémorialiste ne manque pas de signaler leur absence de légitimation à chacune de leurs mentions. Il écrira notamment, à propos du dauphin, je cite, « À son éloignement de la bâtardise, il y a apparence qu'il n'eût jamais reconnu aucune de ces sortes d'enfants. » Dans cette même logique, Saint-Simon s'intéresse aussi à leur devenir, encore une fois non pas parce qu'il se préoccupe d'eux, mais parce qu'il se soucie de savoir s'ils se sont reproduits. Il nous renseigne alors sur la fille illégitime du dauphin et de mademoiselle Raisin, morte mariée mais sans enfant. Il n'aura aussi de cesse de suivre le parcours clérical de Charles de Saint-Albin, fils illégitime du régent et de la danseuse Florence, qui deviendra archevêque de Cambrai grâce à l'appui de son père. En revanche, dans notre corpus, notons que si l'enfant illégitime n'a pas pour père un membre de la famille royale, mais du clergé, il n'est pas désigné par le terme de bâtard, mais par celui d'enfant ou de fille, comme le montrent les portraits du nonce Bentivoglio fait par Saint-Simon et cité plus haut. En définitive, il apparaît que Saint-Simon ne se soucie pas tant des comédiennes et des danseuses que des hommes de la noblesse et du clergé qui les ont fréquentées, ainsi que des enfants illégitimes qui sont nés de ces relations, considérés comme impurs par le mémorialiste. Mais qu'en est-il pour les autres écrivains de la période ? À présent, je souhaite proposer une étude comparative avec d'autres sources de la même période, afin de mettre en perspective les écrits et les sentiments de Saint-Simon. Où se situe le mémorialiste par rapport à ses contemporains au sujet des comédiennes et des danseuses ? Est-il le seul à s'arrêter uniquement sur leurs relations personnelles ou à juger leurs mœurs ? Pour quelles raisons et de quelle manière les autres épistoliers ou diaristes mentionnent-ils ces femmes artistes ? Je précise avant tout que le travail de comparaison a été effectué à partir des sources semblables aux mémoires, c'est-à-dire des journaux, correspondances, mémoires et souvenirs rédigés par des contemporains de Saint-Simon. La liste a pu être établie notamment grâce au site Corpus élaboré par le CRCV. On a fait le constat qu'hormis la correspondance de Madame la Palatine, les danseuses et les comédiennes apparaissent également peu, voire très peu, sous la plume des autres écrivains. Par exemple, le marquis de Sourches ne mentionne ni Mademoiselle Florence ni Mademoiselle Raisin, qui, on l'a vu, apparaissent à plusieurs reprises dans les mémoires. De manière générale, Sourches ne commande pas la vie privée des artistes féminines de son temps, ni celle de leurs enfants. De la même manière, Jean Buvat, dans son journal de la Régence, ne fait aucune référence aux maîtresses du régent travaillant à l'opéra, et pas même à Mademoiselle Florence, qui n'est citée à 2 reprises qu'en note de l'édition réalisée par Émile Campardon. Bien qu'à l'époque où est rédigé ce journal, entre 1715 et 1727, le régent ne fréquente plus Mademoiselle Florence,
Buvat aurait par exemple pu évoquer la danseuse lorsqu'il mentionne son fils Charles de Saint-Albin. Bien qu'elles ne soient pas beaucoup mentionnées, les comédiennes et les danseuses sont traitées de la même manière, que ce soit dans les mémoires ou dans les autres récits. Saint-Simon n'est pas original dans sa manière de considérer les femmes artistes ayant entretenu des relations avec des hommes de la noblesse. En effet, mis à part dans le journal de Dangeau et dans la correspondance de Madame la Palatine, les artistes femmes sont essentiellement convoquées dans le cadre d'une anecdote qui ne les regarde pas directement, mais qui concerne l'homme avec qui elles ont eu une relation ou leurs enfants issus de cette relation. Mathieu Maret écrit notamment en janvier 1722 « Monsieur le duc de Chartres est tombé malade d'une grosse fièvre, saigné plusieurs fois du bras, du pied, émétique, abcès vidé par le nez parce qu'il ne s'était jamais mouché. Mais la fièvre ne le quitte point. On dit qu'il s'était puisé auprès de la petite Quinault, comédienne qui est sa maîtresse, et grosse de lui de 4 ou 5 mois. » Maret continue son anecdote en expliquant que Mademoiselle Quinault, je cite, « a été auparavant au marquis de Nesle et a commencé par Samuel Bernard, qu'il a eu le premier pour 50 000 livres, et l'a eu longtemps. Il viendra d'elle quelques princes, ou au moins quelques seigneurs, comme le régent a eu l'abbé de Saint-Albin de la Florence, fille de l'opéra, et une autre fille qu'il a eue de la Desmarres, comédienne qu'il a mariée à Monsieur de Ségur, qui ne sont point reconnus. » Cet intérêt pour le CV romantique des artistes féminines se retrouve notamment chez Madame du Noyer, qui écrira dans une de ses lettres, je cite, « L'opéra et la comédie vont toujours leur train et fournissent des maîtresses à nos princes. Monseigneur a choisi la raisin. La Florence, danseuse de l'opéra, a fait la conquête du duc de Chartres. Le grand prieur et Fonchon-Moreau font toujours la même vie à Clichy. Le duc de Valentinois, qui a une des plus aimables femmes de la cour, la néglige pour la petite Dufort, autre danseuse de l'opéra, tant on est présent dans le goût des filles de théâtre. » Cette prévalence des ragots dans les écrits de l'extrême fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle est un indicateur d'une dégradation des statuts de comédiennes et de danseuses. Au cours du XVIIe siècle, elles étaient déjà blâmées parce qu'on les accusait de susciter sur scène de vives passions et de corrompre les spectateurs par des chants et des danses propres au divertissement de cette époque. Mais au début des années 1690, au moment où Saint-Simon fait commencer ses mémoires, une nouvelle querelle sur la moralité du théâtre bat son plein et sont publiés plusieurs textes hostiles au théâtre et à ses interprètes. L'accusation de débauche portée contre ces femmes trouve sa source dans la mode des actrices que décrit Madame du Noyer. Ainsi, même si Saint-Simon ne juge pas ces femmes en tant que professionnelles, il contribue à la dégradation de leur perception en ne laissant à la postérité que des renseignements liés à leur vie sexuelle. En effet, l'une des différences assez fondamentales entre les mémoires et certaines autres sources concerne la pratique artistique des comédiennes et des danseuses. Le marquis de Dangeau, notamment, s'y attarde régulièrement, en mentionnant les comédiennes à l'aune de leur profession. Il écrira par exemple, je cite, « Le soir, il y eut comédie française. On y vit jouer 2 comédiennes nouvelles qui se présentaient pour être reçues dans la troupe. » Ou encore, je cite, « Le soir, il y eut comédie, où joua pour la première fois une comédienne nommée Hortense, dont on fut assez content. » Madame la Palatine, dont on connaît la passion pour la comédie, ne manque pas non plus de saluer le talent des actrices. Je cite, « Il est plus facile dans ce pays-ci de trouver une bonne comédienne qu'un bon comédien, car il y a dans la troupe du roi beaucoup de femmes qui jouent bien pour 3 ou 4 hommes seulement qui sont bons. » Sourche, en décrivant une mascarade donnée à Marly, écrira quant à lui, je cite, « Tous les matelots étaient des musiciens et des danseurs qui entrèrent dans le salon et firent un divertissement de musique et de danse qui fut assez mal exécuté, et n'eut d'autre agrément que la danse de ballon de Dumoulin et de la petite Dufort, qui fit des merveilles. » Grâce notamment au travail de François Ravier et de Olivier Beaumont, on sait que Saint-Simon était un excellent danseur, qu'il connaissait la musique et se rendait parfois à l'Académie royale de musique avec le régent. Comme l'a relevé Olivier Beaumont, les références à la danse et à la musique sont très nombreuses dans les mémoires. De ce fait, le mémorialiste avait les connaissances nécessaires pour juger de l'art des actrices et surtout des danseuses de l'opéra. Ce qu'il a fait sans se priver
quand cela concernait des courtisans ou des danseuses non professionnelles. Il dira notamment de Marie-Anne Roland, épouse du marquis de Sainte-Genièz, qu'elle était une grande danseuse, ou de Marie-Armande de la Trémoille, qu'elle était parfaitement bien faite et qu'elle dansait des mieux. À l'exception de Mademoiselle Raisin, que Saint-Simon présenta comme étant fort belle et comédienne excellente, il n'a pas pris la peine de s'attarder sur la pratique artistique des autres artistes. Cela relève moins d'une méconnaissance que d'un acte délibéré. Saint-Simon ne devait pas en voir l'utilité, puisqu'on l'a vu, son intérêt pour les comédiennes et les danseuses réside essentiellement dans le fait qu'elles aient entretenu des relations avec des hommes issus de la noblesse ou du clergé. Cependant, malgré son désaccord perceptible envers le mode de vie de ces femmes, Saint-Simon ne fait pas dans le sensationnalisme, à la différence d'un Barbier qui, dans sa chronique de la Régence et du règne de Louis XV, ira jusqu'à décrire les parties fines organisées en 1731 chez Maximilien Claude Gruet, ancien directeur de l'Opéra. En définitive, si certains portraits dépeints par Saint-Simon ont fait date, il ne faut somme toute pas se contenter des écrits du mémorialiste pour appréhender la vie de ces artistes femmes. Cela reviendrait à s'arrêter seulement sur leur maternité et leurs relations adultérines. Ainsi, dans le cas de cette journée d'études, je souhaite présenter une recherche en cours sur la comédienne Françoise Raisin, dont nous avons parlé à plusieurs reprises durant cette communication, et que Saint-Simon décrit de manière exceptionnelle comme étant parfaitement belle et excellente actrice. Donc là, on va faire un pas de côté par rapport aux mémoires de Saint-Simon. Françoise Spitel-Raisin, née en 1662 et morte en 1721 à l'âge de 59 ans, était une sociétaire de la Comédie Française. Considérée par ses contemporains comme étant l'une des meilleures actrices de son temps, elle jouait principalement les rôles de princesse et d'amoureuse. Grâce aux feuillets d'assemblée de la compagnie et à un répertoire des pièces jouées à la Comédie Française en 1185, qui est conservé à la BNF, on est en mesure de connaître plus en détail les différents rôles de Mademoiselle Raisin. Ainsi, elle incarnait notamment Junie dans Britannicus et Athalie dans Bajazet de Racine, Agnès dans l'école des femmes de Molière, Aricie dans Phèdre et Iphigénie dans Iphigénie. Au début des années 1680, Jean Galbert de Campistron, jeune auteur alors estimé par la Dauphine, décide de confier les rôles principaux de ses nouvelles pièces à Mademoiselle Raisin, qui créa notamment le rôle d'Ismène dans Arminius ou le rôle d'Irène dans Andronique, pièces qui ont rencontré un certain succès à la cour. À la fin de la saison théâtrale de l'année 1701, elle est priée par Louis XIV de quitter la comédie après que le grand dauphin ait mis un terme à leur relation qui durait depuis plusieurs années. À son départ de l'institution, Mademoiselle Raisin reçoit les 1000 livres de pension viagère dus aux comédiens, ainsi que 1000 pistoles, ce qui fait à peu près 10 000 livres de pension, de la part du roi, qu'elle toucha jusqu'à la mort du dauphin en 1711. Ce qui va particulièrement retenir notre attention ici, c'est son inventaire après décès que j'ai retrouvé aux Archives nationales et qui, à notre connaissance, n'a jamais fait l'objet d'une publication. Ce type de document est essentiel si l'on souhaite appréhender correctement la vie des comédiennes et des danseuses. L'inventaire, commencé le 24 novembre 1721, est conservé dans l'étude 96 du notaire Louis Durand. Par manque de temps, nous allons nous concentrer uniquement sur la description des biens que possédait Mademoiselle Raisin. Elle logeait depuis plusieurs années au manoir de la Davoiserie, près de la ville de Vignat en Normandie, qui appartenait à sa sœur Mademoiselle Durieux, aussi comédienne. L'inventaire nous indique que c'est dans cette maison qu'elle est décédée le 30 septembre 1721. Une partie des biens de l'actrice se trouvait également dans une autre résidence possédée par sa sœur, située à Falaise, elle aussi en Normandie. Elle avait aussi d'autres biens qui se trouvaient dans un appartement parisien appartenant à son gendre, le sieur Michel de la Jonchère. Dans cet appartement demeurait une certaine Magdalene Denise Dubois, ancienne domestique de Mademoiselle Raisin, à qui la comédienne donnera une rente viagère de 300 livres en reconnaissance de ses services. Les meubles et les ustensiles laissés à l'usage de Mademoiselle Dubois à Paris, mais qui avaient été achetés par Mademoiselle Raisin, représentaient un total d'environ 6200 livres. Sans en dresser une liste exhaustive, citons quelques-uns de ces biens. L'appartement contenait notamment plusieurs grands et petits tableaux peints sur toile, dont 6 tableaux représentant des portraits de cour,
peut-être que celui du dauphin faisait partie de la collection. Des tableaux de tapisserie des Gobelins, des fauteuils, tabourets, chaises et sofas en bois doré ou en bois de noyer garnis de crin et couverts de tapisserie à l'aiguille ou de damas. Des commodes, armoires et lits de repos en bois de noyer ou de chêne, 2 tables de marbre noir, 2 paravents couverts de papier de la Chine, de la vaisselle en faïence et en porcelaine, ainsi que beaucoup de morceaux de tissu en damas, en tapisserie impériale, en tapisserie à l'aiguille ou en toile de Hollande, servant sans doute pour la garniture de meubles. Ces meubles, qui traduisent une certaine aisance financière, devaient avoir été acquis lorsque Mademoiselle Raisin était encore comédienne et qu'elle résidait à Paris. En comparaison, les gros meubles du manoir de la Davoiserie, dans lequel vivait la comédienne, sont mentionnés comme étant très vieux et usés. Dans la description qu'il en est faite, on retrouve notamment une couchette de bois de chêne, des rideaux en tissu indien, un très mauvais sofa. En revanche, les meubles que possédait Mademoiselle Raisin dans la maison de Falaise étaient, semble-t-il, en meilleur état. On y retrouve notamment un petit canapé de bois de chêne à bande de tapisserie de Bérin, du nom du dessinateur de l'opéra, qui confectionnait entre autres les costumes donc de l'opéra et des divertissements, enfin des costumes pour la cour. La couchette en tapisserie de point de Hongrie de Mademoiselle Raisin, vendue 250 livres. Des armoires, un buffet et des chaises en bois de chêne, 2 pendules, des glaces, des pièces de tapisserie ainsi qu'une berline, le tout vendu 3272 livres. La majorité des meubles de cette résidence sont en chêne, matériaux utilisés principalement sous la Régence, ce qui nous indique que Mademoiselle Raisin avait sans doute dû laisser l'ensemble de ses gros meubles à Paris et en acquérir de nouveau après son déménagement en Normandie 2 ans avant sa mort. En revanche, la comédienne avait emmené avec elle une quantité de biens amassés sa vie durant, habits, vaisselle, tissus et bijoux, représentant l'équivalent de 15 coffres, qui peuvent nous donner une idée de son niveau de vie. Elle a en effet conservé un très grand nombre de vêtements qui n'ont rien à envier à une femme de la noblesse. On y retrouve notamment des robes, des jupes et des jupons en damas, taffetas brodé de soie, d'étoffe d'argent, velours ou satin, et plusieurs manteaux en taffetas, satin ou damas. L'ensemble de sa garde-robe revient à environ 1700 livres, ce qui la place effectivement au même niveau que la noblesse, dont Daniel Roche a estimé la valeur moyenne des vêtements et des linges à 1800 livres en 1700. Sa collection de bijoux, quant à elle, comprenait notamment une montre à répétition dans son étui de chagrin garni de clous d'or, avec sa chaîne d'or, d'un montant de 250 livres, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles composées chacune d'un bouton et d'une paire de diamants brillants, montée en or, et une autre petite paire de boucles d'oreilles composées chacune d'un seul diamant brillant monté en or également, ainsi qu'une petite bague d'un topaze garnie de 2 petits brillants, aussi montés en or, revenant à 4500 livres. La comédienne possédait également un riche service de vaisselle en argent d'une valeur de 3580 livres, ainsi que de nombreux ustensiles en argent blanc et en vermeil doré, évalués ensemble à 7098 livres. Cet inventaire après décès nous révèle ainsi que Françoise Raisin a mené un train de vie confortable qui dépassait le niveau de vie moyen des Parisiens au début du XVIIIe siècle. Sa réussite matérielle, permise par sa profession et sans doute aussi par la protection du grand dauphin, allait finalement à l'encontre du statut public des comédiennes que la société du XVIIIe siècle conspuait. Ainsi, ce qui ressort de cette étude, c'est que Saint-Simon n'était pas intéressé en soi par les comédiennes et les danseuses et qu'il n'a jamais proféré de discours véhéments contre elles en tant que professionnel du spectacle. Il ne s'est soucié que de celles qui ont fréquenté des hommes de la noblesse ou du clergé. En somme, le mémorialisme n'était préoccupé que par le danger que pouvait représenter symboliquement et hiérarchiquement une relation entre elles et un membre de la noblesse. C'est pour cette raison que les comédiennes et les danseuses ne sont convoquées qu'en tant que maîtresses et mères, et qu'il serait une erreur de s'arrêter uniquement aux mémoires pour se faire une idée réelle de leur existence.